Actuellement, la WWE compte un total de 15 titres actifs répartis entre Raw, SmackDown et NXT. Et si les champions actuels de ces ceintures attirent aujourd'hui toute l'attention, il ne faut pas oublier que chaque titre a une histoire et qu'il a bien fallu que quelqu'un les inaugure. Mais qui sont les premiers détenteurs de chacun de ces titres? C'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et quoi de mieux pour commencer que de parler du tout premier champion incontesté de la WWE, Buddy Rogers. En effet, Cody Rhodes détient ce titre aujourd'hui, mais il est loin d'être le premier à l'avoir fait. Car au fil des années, 54 catcheurs ont eu l'honneur de se proclamer champion de la WWE. Et tout a commencé avec Buddy Rogers en avril 1963. Pourquoi cette date est-elle considérée comme le point de départ du titre mondial de la WWF, comme il était appelé à l'époque? Eh bien, tout remonte au moment où Vince McMahon Sr. a décidé de quitter la National Wrestling Alliance, autrement dit la NWA. Cette décision était due au fait que Rogers, l'une des plus grandes stars de l'organisation, avait été contraint de perdre le titre mondial face à Lou Thesz. Donc, refusant de perdre le prestige d'avoir un grand champion dans sa compagnie, la WWF a alors tout simplement créé une nouvelle ceinture pour l'original Nature Boy, Buddy Rogers, lui conférant le statut de tout premier champion mondial de cette fédération désormais indépendante. Bien sûr, le règne de Rogers ne dura pas longtemps, car après seulement 36 jours, il perdit le titre face à la véritable attraction de l'époque à New York, Bruno Sammartino. Ce match marqua le début du règne légendaire de Sammartino qui dura 2803 jours. Et bien que Buddy Rogers soit souvent vu comme un champion de transition, son rôle reste essentiel. Il fut le tout premier à l'avoir porté autour de sa taille, posant ainsi les bases d'un titre qui est aujourd'hui considéré comme l'un des plus prestigieux dans le monde du catch. C'est une distinction assez unique que même son homologue le plus célèbre des Nature Boys, Ric Flair, ne pourra jamais lui enlever. Ainsi, les plus grandes légendes telles que Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, The Rock, John Cena ou encore Roman Reigns n'ont fait que perpétuer un héritage commencé par Buddy Rogers. Mais bien sûr, le titre incontesté de la compagnie n'est pas le seul championnat mondial actuellement en jeu à la WWE. Car avec son exclusivité à SmackDown, Raw avait besoin de son propre titre majeur. C'est ainsi qu'est né le WWE World Heavyweight Championship, un titre avec une origine beaucoup plus récente, inauguré par Seth freaking Rollins. Certes, un titre poids lourd existait déjà dans les années 2000 et 2010 à la WWE, mais cette nouvelle version est considérée comme une ceinture distincte avec une lignée totalement indépendante. Et cette lignée a officiellement débuté le 27 mai 2023 lors de Night of Champions à Jeddah en Arabie Saoudite. C'est ce soir-là qu'un mini-tournoi organisé par Triple H a atteint son apogée, car après qu'il soit devenu clair que Roman Reigns n'allait pas perdre le titre incontesté de la compagnie de sitôt, et qu'avec lui en tant que top star de SmackDown et donc absent de Raw, la marque rouge avait besoin d'un nouveau champion. La finale du tournoi opposa deux performeurs d'élite, Seth Rollins, pilier de Raw, et AJ Styles, superstar de SmackDown. Bien que ça puisse sembler étrange qu'un catcheur de SmackDown lutte pour un titre de Raw, le combat fut exceptionnel. Et après un match de plus de 20 minutes, Seth Rollins triompha, inscrivant son nom dans l'histoire en devenant le tout premier champion poids lourd de cette nouvelle ère. Rollins a ensuite entrepris de donner à ce titre une crédibilité équivalente à celle des autres championnats mondiaux. Pour cela, il a relevé tous les défis qui se présentaient à lui, affrontant des adversaires redoutables tels que Finn Balor, Shinsuke Nakamura et Drew McIntyre. Et finalement, ce serait ce dernier qui mettrait fin à son règne à WrestleMania 40. Mais qu'en est-il des titres féminins à la WWE? Après tout, ce n'est plus simplement une histoire d'hommes, et parmi les deux plus grands titres féminins que la compagnie possède actuellement, celui qui est disputé sur Raw, le titre féminin poids lourd, remonte en réalité à SmackDown en 2016, lorsque Becky Lynch en est devenue la détentrice inaugurale. En effet, la lignée de ces titres peut prêter à confusion, car au départ, il s'agissait du titre féminin de SmackDown. Ce n'est qu'après plusieurs années de draft et de ceintures échangées que ce titre a trouvé son chemin vers Raw, avant de finalement être entièrement renouvelé sous le nom de titre poids lourd féminin en 2023. Et The Man étant la championne inaugurale, c'est maintenant le moment idéal pour parler de la manière dont elle a gagné ce titre. Elle y est parvenue dans les années 2010 en remportant un Six-Pack Challenge contre Alexa Bliss, Carmella, Naomi, Natalya et Nikki Bella après le draft de 2016. Et puisque Raw avait récupéré le titre WWE Women's Champions lors de ce draft, il était nécessaire que la marque bleue ait son propre titre pour les femmes. Même si ça s'est passé avant sa montée fulgurante vers les sommets de la scène principale, Becky Lynch était considérée comme la personne idéale pour remporter ce match et essayer d'établir ce nouveau titre, car elle était probablement la meilleure performeuse féminine de SmackDown à l'époque. Et bien qu'elle ait perdu la ceinture au bout de 84 jours face à Alexa Bliss, ce qui a fait d'elle une championne transitoire, comme son mari Seth Rollins, elle a pu, pendant la période où elle a détenu ce titre, lui apporter un sens de légitimité. Un autre titre que Becky n'a pas été la première à détenir est le WWE Women's Title, un titre qui a également vu le jour en 2016 avec pour championne inaugurale nul autre que Charlotte Flair. C'est lors de WrestleMania 32, après des années de critiques sur le branding des divas, que la WWE a décidé de se débarrasser du Divas Championship et de raviver le Women's Championship qu'elle avait abandonné depuis presque une décennie. Ça a signifié que le match triple menace entre Becky Lynch, Sasha Banks et la championne de l'époque Charlotte Flair allait être pour ce nouveau WWE Women's Championship.
Bien que beaucoup de fans s'attendaient à ce que The Boss remporte ce titre, surtout après qu'elle ait introduite sur le ring par son cousin Snoop Dogg, c'est finalement The Queen qui a conservé la ceinture et par la même occasion gagné le droit de se proclamer la première WWE Women's Champion de l'ère moderne. Cet honneur, elle ne l'a pas pris à la légère. Suite à sa grande victoire, elle a entamé une série de 113 jours sans défaite, battant quiconque voulait se mesurer à elle. Sa seule défaite étant contre Sasha Banks. Mais qu'en est-il de l'autre titre mondial de la WWE, celui disputé dans la Ligue de développement NXT? Eh bien, ce titre a également vu le jour assez récemment, en 2012, et le premier à le détenir n'est autre que Seth Rollins. En effet, le ménage Rollins-Lynch frappe encore, car ce couple est destiné à la grandeur et être le premier à remporter des titres prestigieux. Bien sûr, cet exploit a eu lieu bien avant que Seth Rollins ne devienne la force principale de la WWE qu'il est aujourd'hui. En fait, cela remonte à quelques années avant qu'il ne soit même l'architecte du Shield. À ce moment-là, il n'était qu'un ancien champion du monde de la Ring of Honor, cherchant désespérément à se prouver dans le système de la WWE. Et prouver sa valeur, il l'a fait. Car après avoir montré à ses patrons à quel point il était talentueux pendant la période de transition où la Florida Championship Wrestling est devenue la NXT, tant Triple H que Dusty Rhodes ont estimé que Rollins était l'homme idéal pour représenter cette nouvelle marque. C'est pourquoi lors de la finale d'un tournoi à 8 hommes qui a eu lieu dans l'épisode du 29 août 2012 de NXT, que Seth Rollins affrontait Jinder Mahal et l'a battu pour devenir le tout premier champion du monde du show de développement. Ça a été un véritable moteur pour lui car au cours des 133 jours suivants, il a affronté absolument tout le monde et les a battus rapidement. En fait, lorsque Big E lui a pris sa ceinture, cela n'était que le début pour le natif de Davenport, comme ses récents succès sur Raw l'ont prouvé. Et si l'on devait parier, on dirait qu'il y a encore bien d'autres succès à venir pour lui. En plus de ça, est-ce que cela inclura la possibilité de devenir le premier détenteur de nouveaux titres à mesure que les années passent? C'est tout à fait possible. Cela dit, il ne sera jamais le premier détenteur du titre féminin de NXT. L'autre titre mondial de la marque de développement, car cet honneur revient à Paige et à elle seule. C'est exact. Bien qu'elle porte aujourd'hui le nom de Saraya, l'ancienne championne du monde féminine britannique de l'AEW avant cela était Paige, superstar de Raw et SmackDown et double championne des Divas. À l'origine, elle faisait partie des premières figures responsables du lancement de la révolution féminine à la WWE. En grande partie grâce à sa superbe rivalité avec Emma sur la marque Noir et Or au début des années 2010. Ne faut donc pas être surpris que lorsque la WWE cherchait à couronner leur toute première championne de NXT durant l'été 2013, ce furent Paige et Emma que Triple H et Dusty Rhodes ont sélectionnées étant les deux meilleures lutteuses féminines disponibles. De plus, avec la grande alchimie entre elles, il était évident qu'elles se retrouveraient en finale du tournoi à 8 femmes. Cela dit, aussi excellente qu'Emma a été et aussi populaire qu'elle soit devenue avec son personnage de danseuse maladroite en 2013, il y avait quelque chose de spécial chez Paige, qui se sentait tellement différente de toutes les autres femmes employées par la WWE. C'est pourquoi elle a été choisie pour remporter ce titre. À partir de là, elle a entamé un règne de 273 jours au sommet, un règne qui prit fin lorsqu'elle monta dans le roster principal de Raw et devient championne des Divas pour la première fois. Bien sûr, elle aurait pu défendre les deux titres à ce moment-là, mais estimant que c'était trop lui demander, le directeur général de NXT, JBL, choisit de la dépouiller de son titre de la marque de développement. Cela signifiait que l'anglaise détiendrait la distinction d'être l'une des rares championnes inaugurales à n'avoir jamais été battue pour son titre. Mais qu'en est-il du tout nouveau titre de la WWE, le Speed Title? Et le tout premier champion n'est autre que Ricochet, maintenant du côté de l'AEW. Mais que représente le Speed Championship? Eh bien, si vous n'êtes pas encore familier, il s'agit du dernier moyen de la WWE pour créer quelque chose d'original en capitalisant sur le marché croissant des nouveaux fans en ligne. En effet, les règles de ce titre sont très particulières. Les matchs pour ce titre ont une limite de temps de 5 minutes. Mais que pouvez-vous faire en 5 minutes? Eh bien, beaucoup de choses, surtout si vous êtes un véritable human height like real comme Ricochet. C'est probablement pourquoi, lors de la finale d'un tournoi diffusé sur X en direct le 3 mai 2024, que Ricochet a battu Johnny Gargano en 4 minutes et 24 secondes pour devenir le premier détenteur du titre. Et même si désormais Ricochet a depuis perdu le titre Speed et quitté la WWE pour le laisser désormais dans les mains de Candice LeRae, il n'y aura toujours qu'un seul premier champion. Et ce champion sera lui et lui seul. Mais ce n'est pas le seul titre avec lequel Ricochet a eu des liens de premier acquéreur lors de son passage dans la compagnie de Stamford, car la même chose s'est produite avec le titre nord-américain de NXT. Néanmoins, malgré tous ses efforts, il ne pourra pas revendiquer le titre de premier détenteur de celui-ci. En effet, cet honneur reviendra à Adam Cole, Baby. En effet, le diable lui-même sera celui qui, en fin de compte, restera dans les livres d'histoire comme le premier champion nord-américain. Après être allé à la guerre dans un match d'échelle à 6 lors de NXT TakeOver New Orleans le 7 avril 2018, ce sera lui qui réussira à décrocher la ceinture au sommet de l'échelle et à l'appeler sienne. Bien sûr, il était logique que Cole soit le premier à accomplir cela, car en 2018, il était en pleine forme dans la division de développement, étant sans doute la personne la plus populaire malgré son statut de heel.
Et ça, il avait accompli non seulement grâce à des matchs régulièrement excellents, mais aussi en ayant constamment ses partenaires de l'Undisputed Era pour le soutenir à chaque étape du chemin. Bien sûr, on pourra dire que cela lui donnait un avantage injuste, surtout par la suite car Kyle O'Reilly, Bobby Fish et Roderick Strong l'ont constamment aidé à garder le titre nord-américain autour de sa taille pendant les 133 jours suivants. Mais après tout, il était un heel. Que pouvait-il faire d'autre ? En fait, on est surpris qu'il n'ait pas gardé la ceinture plus longtemps. La seule raison pour laquelle il l'a perdu face à Ricochet lors de TakeOver Brooklyn 4 le 18 août 2018 était que la WWE avait de plus grands projets pour lui en tant que champion du monde. Et bien qu'il ait fini par remporter ce titre mondial en avril 2019, son plus grand accomplissement à NXT reste le fait d'avoir été la première personne à détenir ce titre secondaire. Cette récompense lui a donné un élan qui l'a porté jusqu'à l'AEW aujourd'hui, se retrouvant même aux côtés de ses anciens partenaires de l'Undisputed Era. Une personne avec laquelle il ne sera certainement pas en rivalité cependant est notre prochain sujet, car cette personne est malheureusement déjà décédée. Mais qu'il soit vivant ou non, tout le monde se souviendra toujours de Pat Patterson comme du premier champion intercontinental. Pour stopper les rumeurs, il n'a pas remporté le titre lors d'un tournoi d'une nuit à Rio de Janeiro en septembre 1979. C'était juste un peu de fiction utilisée par la WWE pour rendre l'histoire plus spéciale. Mais même si cela ne s'est pas passé au Brésil, le fait demeure que Patterson a été la première personne à détenir ce titre, et l'histoire de la manière dont il l'a fait est intéressante en soi. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi ce titre s'appelle le championnat intercontinental. Eh bien, la réponse à cette question est qu'il représentait la fusion de deux ceintures continentales distinctes, à savoir l'original championnat nord-américain WWF et le fictif championnat sud-américain WWF. À l'époque, le titre nord-américain était détenu par Ted DiBiase, et selon l'histoire, en juin 1979, il défia le prétendu champion sud-américain, un titre qui était apparu de nulle part un jour et qui aurait été détenu par Pat Patterson pour un match winner-take-all à Rio. Et le vainqueur serait couronné champion intercontinental. Le 22 août 1979, dans un épisode de Championship Wrestling, l'histoire serait expliquée en détail aux fans, et Patterson serait couronné champion intercontinental. Il se montrerait ensuite comme un champion combatif, défendant son titre pendant 233 jours avant d'être battu par Ken Patera en avril 1980. Bien sûr, après cela, le titre intercontinental développerait un héritage encore plus grand pour devenir l'un des titres les plus prisés et recherchés de l'histoire de la WWE, avec des noms comme Steve Austin, Randy Savage, Chris Jericho et le formidable Gunther pour n'en citer que quelques-uns. Mais pendant que ce titre était le plus convoité à la WWE, de l'autre côté, dans la National Wrestling Alliance, c'était le titre des États-Unis qui était l'enjeu des rivalités. Et le premier détenteur de ce titre dans la WWE était évidemment Eddie Guerrero. La lignée du titre US de la NWA remonte à 1975 lorsqu'il a été remporté par Harley Race. Néanmoins, ce titre a été finalement retiré en 2001 suite à l'unification des titres WWF et WCW à la fin de l'invasion. La version actuelle du titre des États-Unis, quant à elle, a vu le jour en 2003, après la première draft au sein des rosters. SmackDown cherchait alors à créer un titre secondaire pour rivaliser avec le titre intercontinental exclusif à Raw. Et plutôt que de créer une toute nouvelle ceinture, ils ont décidé de ressortir un ancien titre avec une histoire déjà bien établie et de l'activer à nouveau. Pour déterminer qui serait le premier champion de cette version réactivée du titre, un tournoi a eu lieu qui a culminé lors du pay-per-view Vengeance le 27 juillet 2003, où Eddie Guerrero affrontait Chris Benoit. Finalement, après 21 minutes et 54 secondes de combat, le Latino Heat sortirait vainqueur, devenant ainsi le premier champion des États-Unis de cette version réactivée. Bien qu'il n'ait pas eu le plus long des règnes, seulement 84 jours, cela ne diminue pas le fait qu'Eddie Guerrero ait été le premier à rendre à ce titre ses lettres de noblesse au sein de la WWE. Quant au titre par équipe de la WWE, après tout ce temps passé à discuter des titres individuels, ces titres ne sont pas les seuls objets de convoitise dans le ring de la fédération. En ce qui concerne les titres par équipe mondiaux actuels détenus par les War Raiders, leur lignée remonte à octobre 2002 lorsque Kurt Angle et Chris Benoit en sont devenus les premiers détenteurs. À l'époque, ces titres n'étaient pas exclusifs à Raw, car dans le cadre de la première séparation des rosters, ils étaient des originaux de SmackDown. Lors du match désignant les premiers champions, 4 membres du roster de SmackDown des 6 se sont affrontés. Kurt Angle et Chris Benoit ont affronté Edge et Rey Mysterio en finale d'un tournoi organisé lors du pay-per-view No Mercy de cette année-là. Bien que leur règne n'ait duré que 16 jours, durant cette période, ils ont réussi à livrer quelques bons matchs, y compris contre Edge et Rey, l'équipe à laquelle ils ont fini par céder les ceintures lors de l'épisode de SmackDown du 5 novembre 2002. Dans ce cas-là, pourquoi ce règne a-t-il été aussi court ? Eh bien, à cette époque, la WWE était encore sous l'influence des vestiges de l'Attitude Era, et des règnes courts étaient monnaie courante. Toutefois, même si leur règne fut bref, Angle et Benoit ont réussi à accomplir ce qu'il fallait pour lancer la lignée des titres par équipe qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas la seule ceinture par équipe dans la WWE actuelle qui possède un noble héritage. En ce qui concerne les titres par équipe de la WWE, ceux actuellement détenus par DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, leur histoire ne remonte pas aussi loin. Ils ont été créés en 2016 lorsque Heath Slater et Rhino les ont remportés. Cela est survenu après la deuxième division des marques, lorsque SmackDown avait besoin de ses propres titres par équipe, suite à la décision de rendre les titres existants exclusifs à Raw.
Un tournoi a donc été organisé par les dirigeants de SmackDown, Shane McMahon et Daniel Bryan pour désigner de nouveaux champions. La finale s'est tenue lors du pay-per-view Backlash de cette année-là où Rhino et Heath Slater ont affronté les Usos. Bien que les Usos soient aujourd'hui l'équipe la plus associée à ces titres, c'était avant qu'ils n'atteignent leur forme définitive. Ce soir-là, c'est l'équipe de babyface sous-estimée de Slater et Rhino qui a remporté la victoire, ce qui a ravi les fans. Et bien qu'ils aient perdu les ceintures 84 jours plus tard, au profit de la famille Wyatt, Bray Wyatt et Randy Orton, le moment de leur victoire initiale reste mémorable. Le fait qu'ils étaient les premiers champions reste un élément marquant de l'histoire de ces titres. Quant aux autres titres par équipe de la WWE, notamment les titres par équipe féminin, leur lignée remonte à février 2019, lorsque The Boss and Hug Connection, Sasha Banks et Bayley les ont remportés. En effet, c'est lors de l'événement Elimination Chamber lors du 17 février 2019 que Sasha Banks et Bayley ont enfin pu réaliser un rêve qu'elles poursuivaient depuis longtemps, l'introduction des titres par équipe féminin dans la WWE moderne. Elles estimaient qu'avec les progrès réalisés par la division féminine dans les années 2010, il était grand temps que les femmes obtiennent leur propre titre par équipe. Néanmoins, comme nous l'avons vu par la suite, la division féminine par équipe n'a pas toujours été aussi bien bookée. Cela dit, leur première grande victoire en tant que Boss and Hug Connection est restée marquante, car elle symbolisait l'espoir pour l'avenir de la division, d'autant plus que les titres étaient détenus par deux des meilleures lutteuses en Amérique du Nord. Leur chemin vers la victoire n'a pas été facile, puisqu'elles ont dû vaincre The Riot Squad, Nia Jax et Tamina, Mandy Rose et Sonya Deville, Carmella et Naomi et les Iconics à l'intérieur de la chambre. Malheureusement, leur règne n'a duré que 49 jours avant qu'elles ne perdent les titres au profit des Iconics à WrestleMania 35. Mais en parlant de titres par équipe à la WWE, il y a un autre ensemble de ceintures qui mérite d'être évoqué, les titres par équipe de NXT. Les champions inauguraux British Ambition, Adrian Neville et Olivier Grey ont eu un règne bien plus marqué en 2013 qui a joué un rôle clé dans l'établissement de la réputation de ces titres à NXT. Mais qui était British Ambition? Il s'agissait d'une équipe composée d'Olivier Grey, ancien de NXT, et Adrian Neville, un talent qui allait ensuite se faire connaître sous le nom de PAC. Leur ascension vers les titres par équipe de NXT s'est faite à travers un tournoi organisé en janvier 2013 et ils ont triomphé en battant le duo de la Wyatt Family, Luke Harper et Eric Rowan en finale. Dès leur victoire, British Ambition n'a pas tardé à défendre les titres et à montrer leur domination, prouvant que parfois le Royaume-Uni faisait les choses mieux. Cependant, leur règne ne dura pas longtemps car peu après, les deux membres ont pris des chemins différents. Olivier Grey est retourné sur le circuit indépendant, tandis qu'Adrian Neville a évolué pour devenir PAC, un lutteur reconnu notamment pour son passage à la EW où il a remporté plusieurs titres. C'est un véritable gâchis qu'on n'ait pas vu plus de collaboration entre eux, mais leur tout premier règne avec les titres par équipe de NXT restera à jamais un moment historique. Mais si nous parlons de titres créés spécifiquement pour la scène britannique, nous devons mentionner la NXT Heritage Cup. Ce n'est pas un titre au sens traditionnel du terme car il ne se compose pas d'une ceinture mais plutôt d'un trophée. Inspiré du style de lutte traditionnel britannique où les matchs sont disputés en plusieurs rounds, l'Heritage Cup a été introduite à NXT UK en novembre 2020. Le premier vainqueur fut un lutteur espagnol, A-Kid, qui a remporté un tournoi pour décrocher cette distinction. Ce fut une surprise pour beaucoup car la compétition était très ouverte, mais A-Kid est devenu ainsi le premier lutteur espagnol à remporter un titre de la WWE, ce qui a marqué un moment particulier dans sa carrière. Il a ensuite défendu l'Heritage Cup pendant la période de confinement, respectant les règles de la compétition. Mais finalement, il a perdu le trophée contre Tyler Bate, l'un des leaders de Mustache Mountain, en mai 2021, juste au moment où les fans ont commencé à revenir dans les arènes. Et même si sa perte est survenue après un long règne de 174 jours, A-Kid restera dans l'histoire comme le premier détenteur de cette coupe, un titre qu'il a défendu avec fierté et passion. En fin de compte, chacun de ces lutteurs a contribué à écrire une page importante de l'histoire de la WWE, et leur statut de premier demeure inégalable. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, commenter et partager. Je vous souhaite à tous une belle année et on se dit à la prochaine pour une autre histoire. C'était Vince, encore une fois, merci à tous.